Alors, je reprends au niveau de le produit vectoriel. J'ai oublié de dire que lorsqu'on fait ici le produit vectoriel, ici, il faut noter que le champ E, il est sur IZ lorsque je vais faire le produit vectoriel. Bien sûr, on va retrouver que le résultat va être sur IY. Hein, parce que tout simplement, lorsque je vais faire le produit vectoriel ici, je vais avoir, c'est le seul cas où j'ai la dérivée par rapport à X, à D sur DX. Donc c'est sur IY. Lorsqu'on fait, vous faites le produit vectoriel, vous verrez que les autres composants seront 0 et il restera que la composante sur l'axe des Y. Voilà. Le... C'est bon, tout le monde, d'autres personnes. Donc là, on était arrivé à l'expression celle-ci. Pour avoir H, il faut intégrer. Donc on va avoir DH égale à cette quantité fois dt. Et on va intégrer par rapport au temps. Voilà. Cette expression, on va l'intégrer par rapport au temps. Cette expression va être intégrée suivant la variation de H. Il faut avoir les variations de H. Bon. Bien sûr, là, on déduit les choses de manière un petit peu arbitraire, mais c'est-à-dire en termes de... On saute certaines étapes hein, pour définir les choses. Donc, on va dire que l'intégrale sur H, sur les bornes de H, va me donner H. Hein. On va se mettre ça comme postulat. Et là, on intègre suivant le temps. On va intégrer sur le cosinus. L'intégration du cosinus va nous donner donc déjà, je vais diviser par rapport à oméga. Et, et le cosinus, l'intégrale du sinus va me donner moins cosinus. Donc à partir de là, je vais avoir cette expression totale qui est là ici. Bon. Ce n'est pas la technique la plus rigoureuse, mais ça nous permet de retrouver en tout cas le champ électrique qui est correct à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qui est le champ H vaut hein, cette expression totale qui est celle-ci. Donc le champ H dépendra de X comme E et il sera dirigé vers l'axe des Y mais opposé à l'axe des Y. Il sera sur l'axe des Y mais opposé à la direction c'est-à-dire qui définit le vecteur unitaire de l'axe Y. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est que je pense que c'est tout. On peut réécrire encore autrement l'expression, je crois, de ce champ. On peut déduire quelque chose, mais ce n'est pas demandé. Je ne sais pas si c'est demandé dans l'exercice. Utilisant un caractère déterminé le changement, mais allez, c'est pas grave, on va quand même le faire. Comme mu0 sur c, pardon, mu0 fois c est égal à mu, donc on va remplacer la valeur de la vitesse de la lumière, on va retrouver que c'est égal à mu0 sur epsilon 0 racine carrée. Et ça vaut lorsqu'on va remplacer une quantité qui est proche d'une valeur qui est 120 pi. On n'en a pas encore parlé, mais en réalité, si on fait ça, on va se rendre compte, c'est-à-dire ici, cette quantité-là, en la calculant, ça vaut, en remplaçant ici H0, donc là, je vais remplacer, elle vaut E0 sur 120 pi. H0, c'est E0 sur 120 pi. Autrement dit. Hein. Là, je vais avoir un E0 sur 120 pi cosinus avec un signe, mettre entre parenthèses,
ix et y. Y. Bon. Oui, parce que c'est la valeur de h. Ah oui, donc le signe moins est le vecteur y, il est là. Donc hx, donc c'est pas on a écrit hx, ici là ça vaut moins hx de t, y. Et la direction où est dirigé le champ h, il est dirigé vers moins y. Et la quantité hx de t, il vaut h0 cosinus moins kx. Et on peut l'écrire encore, hein, que h0, il vaut E0 sur 120 pi, j'ai remplacé directement. C'est-à-dire, en fait, entre E et H, il y a un rapport qui est 120 pi. Ou 120 pi, il est appelé, donc, c'est ce qu'on appelle l'impédance du vide. Donc, on va essayer de lui mettre ça, le symbole dédié très souvent pour l'impédance du vide. Ça, c'est l'impédance du vide. Donc là, c'est l'impédance du vide qui est là, ce symbole-là, c'est nu. Hein. Le symbole, il s'appelle nu. D'accord, très bien. Maintenant, on passe tout de suite à la question 2. On vous dit, en utilisant les équations de Maxwell, l'expression mathématique de déterminer, alors c'est l'équation 3. Alors là, on vous dit de trouver le vecteur de Poynting décrivant cette onde et calculer le flux de puissance électromagnétique dans le cas où E0 il vaut 50 millivolts par mètre. Alors, on a le vecteur de Poynting par rapport à ce qu'on avait vu en cours. Alors, le vecteur de Poynting décrivant cette onde est défini par, donc P est égal à E vectoriel H. C'est le vecteur de Poynting. En explicitant les champs électriques et champs magnétiques, on va représenter là, le champ électrique. Là, on a sauté certaines étapes, pardon, mais on peut les écrire potentiellement en reprenant un petit peu les choses. H et E. Hein. Donc là, j'ai E, pardon, j'ai H. Donc là, on peut dire par exemple que P, voilà, ce P là en particulier, est égal à E, alors E vectoriel H, donc E vectoriel H, et donc H, voilà comment ce qui s'écrit, et E, on va le ramener, son expression, je n'ai pas besoin de le réécrire, hein, puisqu'on l'a déjà écrite, non. Elle est portée sur IZ. Il est porté par IZ, pardon. Voilà. Donc là, on va mettre vectoriel. Vectoriel, donc bon, je vais mettre ça en parenthèse. Bien, je vais mettre le signe moins. Je vais l'attribuer à IY. On va mettre en parenthèse moins. Voilà. Et lorsque je fais ça, on peut voir que donc là je vais
Et on va enlever ça. Je vais avoir un E au carré. Tout de suite, en fait, on a cette équation. On voit tout de suite. Hein. On descend. Voilà. Là, ici, j'ai cette équation-là. Donc, en faisant ça, vous voyez que je vais avoir E0 cosinus oméga t. Voilà, très bien. Bon, on peut remplacer E0 par 120 pi tout de suite hein, pour voir, puisqu'on l'a calculé précédemment. 120 pi. On avait pi. Voilà. Donc E0 cosinus oméga t. Voilà. Après, là, qu'est-ce qui. Je vais sortir. Ceci, ce sont des. Je vais faire le produit vectoriel entre le vecteur IZ et moins IY. Hein, je vais multiplier les quantités que sont multipliées à mes vecteurs donc de direction. Et donc, ce qui va me rester, donc là, vous voyez que j'ai E0 au carré sur 120 pi cosinus au carré oméga t moins kx, qui est multiplié par le produit vectoriel entre IZ et I moins IY, et le produit vectoriel. Donc là, j'ai représenté H, et là, E, et comme ils sont perpendiculaires l'un à l'autre, et ben, il va être l'autre porté forcément sur IX. Alors, vous faites le produit vectoriel tout simplement et vous trouverez la direction. Elle va vous donner, par exemple, là maintenant vous avez IZ. IZ, si je prends l'équation, on va essayer de voir comment est-ce qu'on retrouve les choses. Donc, je vais avoir ici 3, donc ici on va appeler ça IX. Et celui-là, on va l'appeler, le suivant, on va l'appeler IZ. Pardon, Y. On a un Y. On va l'appeler IZ. Z. Alors, IX, on voit que ce produit vectoriel donc c'est 0. Ensuite, j'ai à avoir 0 et 1. Et là, je vais avoir 0 et sur Y, j'ai moins 1. Et ça, c'est égal à lorsque je fais le produit vectoriel. Là, j'ai 0. Donc tout de suite, j'ai 0. Le résultat, bien sûr, il faudrait que je fasse ça. Là, je vais avoir 0. Le produit vectoriel, non, non, voilà. Là, je fais là, c'est pas 0. Là, je vais avoir 1. Hein. Je vais avoir 0. Parce que là, je vais masquer ici, je vais avoir 0. 0 fois 0, moins 1 moins 1, donc j'aurai 1. Et là, sur l'axe, la quantité sur Y, ben, je vais masquer celle-là, je vais avoir 0 fois 0, 1 fois, moins 1 fois 0, donc c'est 0. Et là, je vais masquer le vecteur IZ. Et je vais avoir 0 fois moins 1, moins 0 fois 0, et là j'ai 0. Donc du coup, en effet, je vais être porté sur IX. Bien sûr, tout ça, c'est multiplié par, je vais avoir un IX plutôt. Bon, de toute façon, comment dire, c'est le vecteur X, Y, Z. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai fait?
Bref, en tout cas, lorsque je fais, comme je le montre ici autrement, hein, le produit vectoriel, ça vaut ix, et vous avez donc finalement le vecteur de pointing, il vaut ce qu'on a calculé là, ix. Donc si je dois représenter le vecteur donc, de pointing, je vais avec comment est-ce qu'il est représenté par rapport au vecteur E et H, et ben, je vais avoir E et H et P. Ben, je vais avoir non, donc la représentation en trièdre. Voilà. On a E0, il vaut combien? On nous l'a donné, il vaut 500 millivolts par mètre. Donc, là, P0, il vaut le flux, donc ce qu'on appelle ici, on vous a dit le flux de... Alors, où est-ce qu'il y a la question? On vous demande aussi de calculer le flux de puissance électromagnétique. Donc, le flux de puissance électromagnétique, il vaut P0 sur 120 pi. P0, il vaut donc E0, E au carré, E0 au carré sur 120 pi. Lorsque vous faites l'application numérique, vous obtenez, donc ça vaut 66 microwatts par mètre carré. Voilà. Ça, c'est pour l'exercice 4. Maintenant, l'exercice 5, tout de suite. On attend comme l'équation de propagation du champ E et du champ B, où E est où le vecteur E et V sont deux vecteurs constants. On vous demande de calculer la divergence de E, la divergence de B, le rotationnel de E et le rotationnel de B. C'est la question 1, donc petit a. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a fait, c'est exactement ce qu'on a fait dans le chapitre 4. C'est toute la partie là. C'est tout ce qu'on a développé ici pour ce qui est de la divergence A, le rotationnel. Donc vous avez tout ça. Ça c'est ça la solution de l'exercice. Hein. Je vais reprendre ça. Et on va répondre exclusivement à la question. Donc, au niveau du... On vous pose la... On va prendre la question 1A. Alors, exercice 5. 5, donc 1A. Donc, on suppose le champ, donc je représente le champ électrique. Bon, peu importe. Là, je calcule la divergence. Et ce que je trouve en définitive, c'est ça. Hein, c'est que la divergence vaut 0. Hein, vaut divergence de E vaut 0. Donc j'ai calculé la divergence de E. Ça c'est notre histoire. Ça, c'est ce qu'on trouve après calcul de la divergence. Donc on a la divergence, elle vaudrait, après tout ça, pour répondre à la question, elle vaut moins JK. Moins JK. Moins JK. Moins JK. Donc c'est le produit scalaire entre K et E.
Donc, on fait la même chose avec le champ et on va trouver ça. On trouve ça. Voilà. Ah. Oui, ça. Donc, j'enlève de manière à rendre ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il saute comme ça? Ça, c'est ce qu'on trouve pour la divergence de B. Pour le cas du rotationnel de E Heilig, on part du rotationnel de E. Donc la divergence de B, après calcul, on va trouver moins JKB. Et la divergence de B qui vaut la divergence, pardon, le rotationnel de E égale à moins dB sur dt. On va calculer le rotationnel et on va trouver, bien sûr, vous prenez l'équation, enfin le champ électrique, c'est les trois composantes. On va faire le rotationnel et on va trouver que ça vaut le rotationnel de E moins JK, un produit vectoriel avec E. Voilà. Et donc, si on revient à la question, pour respecter la question, on vous demande de calculer simplement rotationnel de E, pas plus. Hein. Après, on vous demande rotationnel de B. Le rotationnel de B, on ne l'a pas fait, hein, on va le faire. Donc, ce n'est pas demandé, on va supprimer. Donc, ça veut dire que le rotationnel de E, il vaut moins J vecteur de K, produit vectoriel, avec E. Voilà. Ça, c'est ce qu'on retrouve pour le rotationnel de E. Donc, pour le rotationnel de B, donc rotationnel de B, donc ça c'est le dernier point. Alors pour le rotationnel de B, on va dire que le rotationnel de B, il vaut donc on va appliquer le rotationnel. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, le rotationnel de B, on va éliminer tout ça. On va appliquer le rotationnel KO, donc je vais un petit peu reprendre ce que j'ai écrit ici. Voilà, mais on va l'appliquer pour le champ B. Donc, on a CB. Donc, c'est le rotationnel du champ B. On va écrire les choses. Voilà. Donc, ça vaut, ça pour le rotationnel, ça c'est l'expression pour le rotationnel B. Voilà. Donc, à partir de cette équation-là, on va calculer le rotationnel et on va trouver, par exemple, ici, je vais reprendre exactement ça. C'est la même chose en réalité que pour le rotationnel qu'on a fait pour E. On va avoir la même chose, sauf qu'on va changer les indices. On va garder les indices de B.
pareil pour le champ électrique au niveau de la dérivée de E de x, de B de x, je vais avoir moins J kz B de x. Et là, la dérivée de B de z sur x, je vais avoir K moins JKX B de z. Et pour la dérivée du champ électrique qui est sur y par rapport à dx, je vais avoir moins JKX B de y. Et pour le dernier, je vais avoir pour la dérivée de B de x sur dy, je vais avoir moins KY de E de B de x. Et je vais tout simplement réarranger les choses, rien. Je vais ramener, je vais remplacer maintenant, puisque j'ai calculé les dérivées, je vais remplacer dans chaque endroit les choses. Donc, je remplace tout simplement par les quantités que je viens de calculer après dérivée. Dérivation. Et là, je vais obtenir que ça vaut moins JK de produit vectoriel entre le vecteur K et le champ B. Voilà. Très bien. Donc ça nous permet de répondre à la question A. Donc là, on vous demande à partir de ces équations-là, vous voyez qu'il y a le vecteur sur le vecteur donc E0. Donc ça implique que j'ai trois composantes sur mon champ électrique. Donc je vais l'écrire comme on a fait en cours. Exactement de la même manière. Bon, j'aurais peut-être éliminé cette histoire d'exponentielle J-phi, mais c'est pas grave. Simplifier les choses. Hein. Je vais faire ça. Pas besoin de tout ça. Voilà. C'est pour le champ électrique. Et pour le champ magnétique, pareil, on va regarder. On a trois composantes sur le champ magnétique. Donc j'ai explicité le champ magnétique. Donc il vaut un area. Sur chaque composante x, y et z, donc j'ai juste une constante ici sur x sur y fois exponentielle j oméga t moins kr. Et donc en fait on dérive sur x, y, z, hein, tout. On va utiliser le Laplacien vectoriel. Donc là j'ai appliqué la divergence. Lorsque j'ai appliqué la divergence, j'ai retrouvé moins jkb pour le vecteur b. Après, c'est la même chose pour le vecteur e. Et on a vu le rotationnel à l'instant. Maintenant, on me demande de déduire que E et B sont perpendiculaires. Alors, là encore, je vais récupérer un petit peu du cours, hein, parce que tout est là-bas. Lorsqu'on avait fait la divergence de E, et dans le vide, la divergence de E vaut 0. Donc dans le vide, on va prendre ça, dans le vide, la divergence de E vaut 0, et on a trouvé que, hein, on avait trouvé que ça, donc c'est à partir de tout ça qu'on va déduire un petit peu de la question qu'on vient de faire ici, quand on vous pose là, on vous dit de montrer que, on déduire que E et B sont perpendiculaires. Pour déduire ça, on va d'abord dire que, alors ça c'est petit b, on va d'abord dire qu'on trouve que divergence, ça vaut finalement, donc ça j'en ai pas besoin, on a trouvé que la divergence, elle vaut ça.
On trouve que divergence de E, ça vaut moins JKE. Et donc, dans le vide, la divergence de E égale à 0. Et, et à partir de là, on voit que le produit vectoriel scalaire entre K et E, ça donne 0. Donc, si le produit scalaire entre K et E est nul, ça veut dire que E est perpendiculaire à K. Hein, ça c'est le produit scalaire entre deux vecteurs. Lorsqu'il est nul, ça veut dire que qu'en fait pardon, le cosinus vaut 90 degrés. Donc à partir de là, si le cosinus vaut 90 degrés, ça veut dire qu'en fait l'angle qui est entre le champ électrique et le champ K est de 90 degrés. Autre chose, on passe aussi, on va utiliser la divergence de B, hein, on avait pour le champ électrique, donc on avait pour le champ magnétique, on avait ça. C'est-à-dire pour le champ magnétique, on a divergence de B égale 0. Ça veut dire que KB, ça vaut 0. Alors, si le produit scalaire entre K et B est nul, ça implique qu'ils sont perpendiculaires l'un à l'autre. C'est lié au produit scalaire entre deux vecteurs. On n'a toujours pas répondu à la question, ça c'est une première étape. La dernière étape, c'est qu'on va dire que puisque le rotationnel, on va aller épuiser un petit peu du cours, le rotationnel on a montré que le rotationnel de E, il vaut moins JK, tout ça, on va éliminer ce qu'on a besoin. On va garder ce qu'on a besoin, éliminer ce qu'on n'a pas besoin. Donc on a trouvé que le rotationnel de E, ça valait moins JKE. Donc ça, on a trouvé précédemment. On a montré que rotationnel de E est égal à moins JKE. Or, rotationnel de E, il vaut moins dB sur dt. En calculant dB sur dt, lorsqu'on va faire dB sur dt de mon champ magnétique, eh ben, je vais obtenir J oméga de mon champ magnétique. Ça voudra dire que je vais avoir J oméga B. Donc, rotationnel de E, il vaudra moins J oméga B. Donc, à partir de 1 et 2, donc ces deux équations, on va trouver que K vectoriel E égale à oméga B. Alors, comme à partir de ce qu'on a vu précédemment, K est perpendiculaire à B et K est perpendiculaire à E, et que K, produit vectoriel de E égale à oméga B, donc on a B perpendiculaire à E. Donc ça permet de répondre à la question B. Vous voyez que quand même les deux questions sont relativement longues à faire. Après le reste, en fait, ça nous a permis de déduire ce type d'équation. Hein, ce qui est intéressant par rapport, ça c'est le rotationnel de E égale à moins dB sur dt, on déduit cette équation-là. Et à partir de cette équation, on vous demande de calculer le champ B. Bon, on vous donne le champ E, on vous dit de déduire. Maintenant, on vous dit que le champ E, il est porté sur un seul axe. Hein.
Voilà, sur 36 000 axes, donc on a E et vaut E égale à E0 cosinus oméga t moins kz, Ix. Donc, le champ E, il est porté sur Ix. Donc, à partir de cette relation, je vais déduire, donc, de trouver l'expression du champ B. C'est très facile. Déjà, on va prendre cette équation. On va dire que oméga B est égal à 1 sur oméga du produit vectoriel.